Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, j'ai le plaisir de vous accueillir, Jean-François Guéraud. Vous êtes notre invité ce matin dans la vérité en face. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Achilly. Alors vous êtes un des spécialistes, le meilleur, du crime organisé. Et vous consacrez votre essai, votre dernier essai, chez Fayard, sur les sociétés du silence, l'invisibilité du crime organisé. Alors, je vais vous demander une faveur ce matin, c'est de ne pas vous taire. C'est au contraire de nous raconter ce que vous dites dans ce voyage, cette déambulation dans le crime organisé, un ouvrage assez important, une somme. On y redécouvre des personnalités mythiques du crime organisé. Je vous laisse la parole pour le coup, avec quelques figures historiques quand même dedans. Oui, merci Monsieur Achilly. Oui, j'ai voulu écrire un livre sur le silence car de manière traditionnelle, quand on parle du crime organisé, des organisations criminelles, on le fait sous deux angles qui sont tout à fait intelligents, mais qui ne suffisent pas. Le premier angle, c'est évidemment celui de la violence, du sang, de l'intimidation. Oui. Et puis l'autre, c'est celui de l'argent et de la corruption. Et en réalité, au fil des décennies, en travaillant sur les organisations criminelles de manière générale, et en particulier sur les organisations mafieuses, dont on reparlera, ce sont des organisations qui ont une sociologie très particulière de sociétés secrètes, je me suis rendu compte qu'en réalité, le principe actif peut-être le plus fort de ces grandes organisations criminelles, au-delà de la violence et au-delà de l'argent, c'était le silence. Alors c'est évident pour les mafias parce que ce sont des sociétés secrètes, mais en réalité, même de manière dégradée, même de manière imparfaite, si on ne réfléchit pas à la question du silence dans ces organisations, on ne peut pas comprendre leur force, leur puissance, leur enracinement profond. Le silence, il vaut dans la pratique quotidienne des activités illicites des sociétés mafieuses. Il vaut aussi également quand il y a des arrestations et quand les chefs mafieux vont en prison. C'est-à-dire tout est fondé sur le silence. Les repentis qui sont menacés à vie, s'ils se mettent à parler, ils brisent le silence, ils ne font plus partie de la société secrète. Voilà. Ce qui caractérise une mafia, puisque c'est l'objet principal du livre, c'est que ce sont des sociétés secrètes. Toutes les organisations criminelles n'ont pas cette sociologie. La plupart des organisations sont en fait des bandes, donc avec une forme d'instabilité, un manque de durée dans le temps, etc. Pas confondre mafia et gang en fait, et bande de voyous, si je puis dire, pour résumer les choses. Nous allons porter un coup de projecteur sur la France avec vous, c'est important. Vous y consacrez une partie de votre essai. Pas de confusion possible. Une vraie mafia, c'est celle qui pratique le silence. Alors, vous touchez le point le plus important. Il y a aujourd'hui une vraie banalisation du concept de mafia. C'est devenu un mot rentré dans le langage populaire, c'est devenu une marque mondiale. Et aujourd'hui, à la fois dans le discours politique et dans le discours journalistique, trop souvent, on a rendu ces termes de mafia et de criminalité organisée de synonymes. Donc il y a une hyper-extension du concept de mafia, tout est devenu mafia, et donc en réalité, plus rien n'est mafia, on a banalisé le concept, alors même qu'on doit le réserver qu'à un nombre très restreint d'organisations criminelles, ceux qui ont une sociologie de société secrète. Ouais. Et il y a moins d'une dizaine d'organisations à travers le monde qui ont cette caractéristique. Et ce qui les anime, c'est en fait le silence, le secret, donc une infinie capacité à se rendre invisible dans ce qu'elles sont, faire croire à leur inexistence ou à leur disparition, et également, évidemment, faire disparaître leurs activités criminelles. Et c'est parce qu'elles savent se rendre invisibles, en particulier par le silence, l'omerta, qu'elles arrivent à s'enraciner profondément. Pour une considération toute simple que vos auditeurs vont immédiatement comprendre, ce qui n'est pas censé exister, on ne le combat pas. Et quand on regarde l'histoire des grandes organisations mafieuses italiennes et italo-américaines sur un siècle, elles ont réussi pendant un siècle quasiment à faire croire à leur inexistence en tant qu'organisation. Pensez à quoi, la Camorra, la 'Ndrangheta, toutes les grandes organisations italo-siciliennes, voilà, la mafia italo-américaine, Cosa Nostra en Sicile, la Camorra en Campanie, la 'Ndrangheta en Calabre, Oui. voilà.
Mais ces organisations existent toujours, elles prospèrent toujours. Mais si je vous... Alors, il y a Al Capone, Totorina, John Gotti, c'est ces noms qui émargent, évidemment, dans l'histoire des mafias. Si vous considérez aujourd'hui le Colombien Pablo Escobar ou le Mexicain Guzman, Joaquim Guzman Lopez, c'est El Chapo qui est détenu aujourd'hui, est-ce que vous les considérez, ces grandes sociétés de narcotrafic, on va dire sud-américaines, comme des mafias aujourd'hui? Est-ce qu'elles correspondent à ce que vous dites? J'ai pas l'impression. Non, ce ne sont absolument pas des mafias au sens criminologique et sociologique du terme. Ce sont d'immenses puissances criminelles qui ont des capacités para-étatiques. Ce sont quasiment des organisations paramilitaires. Paramilitaires, oui. Elles ont conquis une grande partie de ces territoires. Pour autant, ça n'en fait pas des mafias. Ce n'est pas une question de plus ou de moins. Ce n'est pas le problème n'est pas de savoir si vous jouez en première ou en deuxième division. Ce sont en fait des organisations qui ont des natures différentes. Et qui peuvent aussi disparaître du jour au lendemain à partir du moment où, on va dire, la bande rivale vient les éradiquer manu militari. Alors que les, entre guillemets, vraies mafias, elles perdurent en réalité. Elles ont une vraie stabilité dans le temps. Quand vous regardez Cosa Nostra en Sicile, vous voyez que son implantation géographique, l'implantation des familles au sens criminel du terme, a une très grande fixité, une très grande permanence depuis un siècle. Alors je cite votre abécédaire parce que c'est la partie drôle de votre... C'est assez intéressant aussi dans votre les sociétés du silence chez Fayard. Vous avez un abécédaire avec il y en a de nombreuses tirades. Alors j'ai noté « Prenez soin de ceux qui prennent soin de vous ». Il y a pas mal de tirades très, très sympathiques. Avant de parler, mâche tes mots. Enfin, pourquoi cet abécédaire, au juste dans ce livre, j'ai voulu montrer que le silence, c'est d'abord une langue. On voit dans l'omerta le fait de ne pas parler, donc l'idée d'un vide, d'une absence. En réalité, l'omerta, c'est beaucoup plus que ça. C'est évidemment une manière de se taire, mais c'est aussi une manière de parler. Et c'est une manière de parler faite souvent d'ellipses, de paraboles, d'euphémismes. Et l'omerta a aussi une troisième dimension, c'est que c'est un ensemble de comportements sociaux. Et il m'a semblé intéressant de rappeler, justement par des exemples, comment ces mafieux parlent, parce qu'ils ont une langue spécifique avec un argot spécifique. Alors il y a un chapitre consacré assez nourri à la France. Certaines mafias sont présentes sur notre sol, lesquelles? Alors, au sens criminologique du terme, donc quelques organisations criminelles qui ont cette caractéristique de mafia sont présentes. Évidemment, ce sont les organisations italiennes. Alors, il faut faire un petit retour en arrière. Il y a eu pendant très longtemps en France un désintérêt pour les organisations criminelles italiennes. Grosso modo, dans l'esprit... j'allais dire, d'une partie de l'appareil d'État et judiciaire français, c'était l'idée que ces organisations n'existaient qu'en Italie, que c'était un folklore, que c'était quelque chose d'extérieur, et que nous ne serions jamais touchés par leur présence. Alors, on a eu déjà un questionnement au début des années 80. Il y a un rapport publié par l'Assemblée nationale, un député, François Daubert, qui avait écrit un rapport sur les mafias en France. Et il prenait en compte, en fait, les déclarations de 2 repentis siciliens très importants. Et ces repentis avaient dit, mais méfiez-vous, il y a une présence de Cosa Nostra en France, dans la région de Grenoble. C'est un certain Pagano, il joue un rôle criminel très important. Ça avait déclenché à l'époque un petit scandale. La justice avait déclenché une enquête, très rapidement refermée au bout de 8 mois. Et à l'époque, l'enquête avait... établi assez curieusement qu'en réalité M. Pagano était peut-être un criminel, mais la mafia n'était pas présente en France. Bon, on avait été un petit peu vite en besogne, et dans les décennies suivantes, et je peux en témoigner à titre personnel, les magistrats italiens étaient très étonnés de notre passivité face à ces organisations criminelles italiennes. Aujourd'hui, on sait qu'elles sont présentes en France. C'est une certitude, Oui, c'est une certitude. Vous dites, de puissantes structures clandestines s'emparent de pans entiers du territoire de la France. Oui. Vous y allez fort, Oui. Alors, je ne pense pas uniquement aux Italiens. Les Italiens, pour l'instant, n'ont qu'une part congrue et assez marginale en France, mais il est vrai que la mafia calabraise, la 'Ndrangheta et la mafia de Campanie, la Camorra, ont des implantations maintenant en France, permanentes. Je dis souvent que la frontière italienne
serait très largement déplacé au-delà de Menton. Oui. Et ces entités criminelles italiennes se sont même en partie francisées, puisque ces entités non seulement mènent des activités criminelles, mais ont aussi parfois des couvertures légales sous forme de sociétés de BTP ou de restauration. Et beaucoup de ces Italiens se sont implantés en France, ou ont des enfants français maintenant. Voilà. Donc, si vous voulez, pour la 'Ndrangheta et la Camorra, cette présence criminelle est totalement avérée. Elles sont, ces organisations, dans l'Hexagone. C'est ce que vous dans l'Hexagone, et on ne peut plus les considérer ouvrage comme étant des réalités étrangères ou exogènes. Voilà. Avec cette indifférence que vous décrivez des pouvoirs publics. Enfin, est-ce qu'il y a des enquêtes quand même qui sont menées? Alors, on est sorti de cette période de l'indifférence il y a quelques années, mais le réveil a été très tardif. Voilà. Et en fait, c'est ce que j'explique dans ce livre, c'est que face au phénomène mafieux, il y a toujours un délai. Voilà. Nous réagissons, quand je dis nous, globalement les pouvoirs publics, avec un retard considérable de plusieurs décennies, parce que pendant des décennies, il y a un phénomène de déni du réel qui n'est jamais qu'une forme d'invisibilisation du réel. Alors vous connaissez le principe de la vérité en face. Les auditeurs nous appellent. Nous allons joindre dans un instant François de Nîmes, qui va nous parler de sa perception justement de ce que pourrait être une organisation mafieuse, avec ce que vivent les personnes au quotidien. Encore une question avec vous. Vous n'hésitez pas à parler de corruption aujourd'hui. Qui est corrompu en France par la mafia, Alors, il faut parler de corruption par les organisations criminelles. Oui. L'ambition de toute organisation criminelle qui souhaite durer sur un territoire, c'est évidemment d'acheter, au sens matériel du terme, de l'impunité et de l'immunité. Donc, de manière mécanique, et on le voit en Corse depuis un siècle, de manière mécanique, ces organisations criminelles essayent toujours de se rapprocher ou du pouvoir judiciaire, ou du pouvoir administratif, ou du pouvoir politique, ou des chefs d'entreprise. Et vous avez, j'imagine, des exemples très précis là-dessus, qui ne sont pas toujours avouables. Il est toujours plus aisé de parler de l'étranger que de la France. Oui. Là aussi, c'est un peu le monde du silence, parce qu'après, il faut des preuves pour pouvoir décrire les choses avec des noms dessus, si je puis dire. Dans un instant, François, vous aurez la parole. Vous nous appelez de Nîmes, je le sais, vous attendez, mais vous nous direz quelle est votre perception de cette présence mafieuse sur notre sol, sur notre territoire, et vous l'appellerez de Nîmes. Et nous évoquerons également, très précisément avec vous, vous l'avez soulevé, vous avez effleuré le cas particulier de la Corse. Dans un instant, Jean-François Guéraud. Allez, 0826 300 300, vous nous appelez la vérité en face, les sociétés du silence et l'invisibilité du crime organisé. Quel impact sur notre pays, la France? À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Aquili. Invité de la vérité en face, Jean-François Guéraud, qui signe chez Fayard les sociétés du silence, l'invisibilité du crime organisé. Nous donnons un coup de projecteur sur la France et la présence d'organisations mafieuses dans notre pays, avec des phénomènes de corruption, présence dans des activités telles que le BTP, telles que la restauration, entre autres. Mais il faut faire le distinguo entre les vraies mafias, ces organisations secrètes fondées sur le silence, et on va dire les gangs, les groupes de voyous, de narcotrafic. Et quelle perception réellement en avons-nous? Bonjour à vous, François. Bonjour à tous. Merci pour votre patience, François. Vous nous appelez de Nîmes. Qu'est-ce que vous constatez autour de vous à Nîmes, François? Alors déjà, je voulais parler juste au niveau national. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lobbying qui sont pas très clairs. Et moi, pour ma part, je les interdirais d'accès tout ce qui est Sénat, Assemblée nationale, et y compris en Europe. Pour moi, si jamais on voit la présence d'un gars qui fait du lobbying, c'est une grosse amende, à des millions d'euros. Comme ça, au moins, on les retire du cercle de décision. Bon, le lobbying, ça c'est autre chose. C'est le petit message personnel au passage. Oui. Alors sur les mafias, François, que dites-vous? À Nîmes, il faut se pencher sur le vecteur. En fait, qu'est-ce qu'ils cherchent ces trafiquants? C'est la collecte de fonds. Il faut se poser la question d'où viennent les fonds. D'accord? Les fonds, vous savez d'où ils viennent? Moi, j'ai connu des gars parce que j'en ai embauché, et leur famille à eux, avec leurs prestations sociales, ils vont s'acheter du shit, de l'héroïne, tout ça, avec les prestations sociales. Donc à ce moment-là, quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Au bout d'une fois, on leur donne, ok, attention, vous êtes fait attraper en train d'acheter de la drogue. Maintenant, les prestations sociales, la prochaine fois, on vous les coupe définitivement.
Oui. Et on fait jouer sur les familles aussi, pour que les familles se responsabilisent. Parce qu'en France, on est tous des bébés. J'ai l'impression qu'il n'y a que des enfants, quoi. Il n'y a pas d'adultes. Non, mais c'est incroyable. Donc, moi, à mon avis, il faudrait jouer sur les prestations sociales. Vous imaginez même pas le chiffre de nombre d'argent qui part. Donc, la prestation qui est donnée, par exemple, on donne 100 € à un bonhomme pour une prestation sociale, pour du RSA ou autre, eh ben, il en part plus de la moitié. 60 à 70%. C'est nous qui finançons, en fait, les petits mafieux, là, du coin du secteur, quoi, en fait. Pour vous, François, les dealers qui sont partout en France, il n'y a pas que Nîmes, c'est de la mafia pour vous, ou c'est du gang? C'est des micro-réseaux, c'est des plus ou moins grands, il y en a des plus ou moins petits, mais en fait, ils collectent des fonds. Et après, il y a une ramification, et les fonds, ils remontent par un vecteur, ils remontent au plus haut, quoi. Mais ça se passe comme ça, hein. C'est nous, avec notre argent, qui finançons le trafic de drogue, si vous voulez, quoi. Et ça, il faut mettre un terme, là. Il faut que les décideurs, là, il faut qu'ils prennent les taureaux par les cornes, et puis qu'ils disent, bon, maintenant, ça suffit, si tu t'es fait attraper, c'est fini, maintenant, les prestations sociales, c'est fini. C'est un point de vue. Merci François, qui vous appelez de Nîmes, c'est un point de vue très particulier. Jean-François Guéraud, sur ce qu'on appelle le narcotrafic aujourd'hui, vous ne considérez pas cela comme de la mafia? Pourtant, ce sont des organisations très structurées. On parle de la DZ Mafia aujourd'hui, c'est une appellation qui est implantée à Marseille, mais qui est ramifiée partout et qui irrigue toute la société aujourd'hui. Alors, je ferai deux remarques. Tout d'abord, je n'aime pas les expressions de narco-banditisme ou de narcotrafic, car c'est une manière d'oublier qu'en réalité, on a affaire à des organisations criminelles. Avec ces expressions de narco-banditisme ou narcotrafic, on fixe notre attention sur un flux criminel, une activité criminelle, qui est le trafic de stupéfiants. En réalité, ce sont des organisations criminelles qui, par nature, sont polycriminelles, c'est-à-dire qu'elles ont tout un tas d'activités criminelles. Lesquelles, au juste? Toutes, possibles et inimaginables. Vous prenez les cartels mexicains de la drogue, elles font 50% de leur chiffre d'affaires avec le trafic de drogue, mais les 50% restants, ça va être du vol d'hydrocarbures, du racket d'entreprise, etc., etc. Donc, on devrait en France parler d'organisations criminelles qui trafiquent des stupéfiants. Deuxième remarque, vous avez parlé des DZ Mafia. C'est intéressant de voir comment des groupes criminels assez classiques, très violents et très puissants, utilisent la marque mafia, se l'approprient alors qu'elles n'en sont pas au sens sociologique du terme. Donc il y a une appropriation de marque, en fait, pourquoi ? Pour grandir, pour intimider et pour grossir. Mais ce sont quand même des organisations de type mafieux, non ? Ce sont des organisations criminelles classiques. Voilà. Alors on peut mettre le mot mafia partout. Quand vous avez vous savez que vous n'avez pas l'expression, mais que vous avez du narcotrafic dans les quartiers, il y en a partout en France désormais, avec une puissance financière et militaire même quasiment phénoménale, avec des armes qui circulent partout, et on imagine parfois des implications même, il y a des soupçons aussi d'implications avec, ou du moins de pression sur les élus locaux. C'est de type mafieux. Alors ce qui les différencie, c'est peut-être pas forcément la loi du silence que vous évoquez tout au long de les sociétés du silence, mais tout de même, est-ce que ce n'est pas une sorte de mutation de ce qu'est la mafia aujourd'hui? Alors, ce n'est pas une mutation de la mafia, il y a une mutation sociologique de ce qu'est le crime organisé en France depuis les années 80. Ça, c'est tout à fait exact. Le crime organisé en France, hormis dans la situation corse qui est très particulière depuis le 19e siècle, mais le crime organisé en France avait un rôle un peu marginal dans la vie politique et économique sociale du pays. Depuis les années 80, ça n'est plus le cas en France. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le crime organisé est devenu un sujet de sécurité nationale parce qu'il est au cœur de la vie publique. Voilà. Ce dont il faut se méfier, si vous voulez, ce sont des exagérations sémantiques. Vous parlez de la DZ Mafia, c'en n'est pas une au sens strict du terme, cela ne signifie pas que ça n'est pas une organisation criminelle aujourd'hui très puissante et très dangereuse. Vous dites la Corse, Jean-François Guéraud, la brise de mer qui était en perte de vitesse, qui a quasiment disparu. Il y a le gang du Petit Bar dont les responsables sont derrière les barreaux pour la plupart. Là, vous parlez de mafia ou pas ? Non. On parle traditionnellement de mafia corse et je pense que là encore c'est une exagération sémantique. Ça ne signifie pas que la situation n'est pas grave. Elle est d'une extrême gravité parce que l'on voit très bien que le grand banditisme en Corse, mais depuis les années 80, a réussi à dominer une partie de la vie politique et économique. Locale. Pour autant, parler de mafia, cela signifierait que l'on a affaire à des groupes stables, durables,
animés par la loi du silence, et ce n'est pas ce qui se passe. Vous parliez de la fameuse Brise de Mer, oui. le gang de Bastia, qui pendant un peu plus d'une génération a pu mener ses activités criminelles dans une très grande impunité. Ce gang a aujourd'hui disparu, d'ailleurs moins par l'action de l'État que par un phénomène d'autodestruction de l'intérieur. Une mafia ne disparaît pas, elle est pérenne. Pourquoi ? Sa vie ne dépend pas du destin individuel de chacun de ses membres, mais c'est une vie autonome qui perdure, quel que soit le destin de chacun de ses affidés. Donc pour vous, ce sont des organisations criminelles, c'est du grand banditisme. Ce sont des bandes relativement instables, ce qui n'enlève rien à leur dangerosité et à leur capacité à corrompre le monde politique et économique. Camorra et Ndrangheta, qui sont quand même des organisations historiques de la mafia italienne, elles sont ces organisations implantées dans l'Hexagone. Vous disiez tout à l'heure, grosso modo, vous évoquez le bâtiment, la restauration. Quels sont les secteurs, au fond, sur lesquels interviennent ces organisations ? Alors, ces organisations prennent souvent des couvertures légales, des apparences légales. Vous avez cité en effet les entreprises du BTP, de la restauration. Mais en parallèle, elles mènent des activités de criminalité organisée classiques, en particulier en matière de trafic de stupéfiants. Trafic de stupéfiants, donc, vous avez vu qu'il y a eu cette loi en France qui vise à sortir du piège du narcotrafic deux sénateurs désormais célèbres, c'est les sénateurs Durin et Blanc. Il y a le parquet anticriminalité qui s'organise pour démanteler ces trafics qui sont liés à la mafia, là, pour le coup. Vous pensez que ça va dans le bon sens, ou alors que c'est un combat déjà perdu d'avance ? Toutes ces réformes législatives et réglementaires vont dans le bon sens. Ce sont de vrais progrès. Réformer le statut des collaborateurs de justice, recréer des quartiers de haute sécurité qui avaient été supprimés par Robert Badinter, créer une infraction d'appartenance à une organisation criminelle, interdire à des trafiquants de stupéfiants de se présenter dans certains quartiers. Tout ça, ce sont des avancées importantes. Pour autant, cela ne suffira pas. Il faut comprendre que le crime organisé va continuer à progresser en France de manière mécanique et inéluctable. Voilà. Avec une implication auprès de nos élus, Jean-François Guéraud, nous le savons ou pas, ça ? Pour l'instant, il y a relativement peu d'exemples. J'ai quand même été étonné et intéressé par une déclaration récente. Je trouve qu'on ne lui a pas manifesté tout l'intérêt qu'elle aurait dû avoir. C'est le président de la commission de vérification des comptes de campagne qui a expliqué qu'il y avait certainement un danger à venir pour les futures élections municipales en France au mois de mars, avec un risque de pénétration de l'argent de la drogue. Avec des données précises ou c'est une menace fantôme ? C'était une alerte de sa part qui mérite d'être creusée. D'être creusé et peut-être essayer un jour, peut-être même de briser cette loi du silence justement sur ces informations-là et y mettre des noms plus précisément, c'est ça ? Disons qu'il y a toujours un décalage judiciaire entre ce qui se produit et ce que l'on sait. Voilà. Merci à vous Jean-François Guéraud. Les sociétés du silence, l'invisibilité du crime organisé, livre très nourri sur justement les mafias, les différentes mafias. Vous faites ce distinguo entre les mafias et les gangs aujourd'hui, paru chez Fayard. Merci à vous. Bonjour Valérie Expert. Bonjour Jean-François. Mettons-nous d'accord sur quoi aujourd'hui ? Mettons-nous d'accord. Je pense que nos auditeurs vont plutôt être d'accord avec cette information. C'est l'Europe qui va changer la donne sur les découverts bancaires. Les règles se durcissent et à partir de 2026, la facilité des découverts bancaires va se durcir. Ce sera soumis à des conditions beaucoup plus dures. Qu'en pensez-vous ? Évidemment, je pense que vous avez tous un avis, auditeurs de Sud Radio, sur ce sujet. On va parler des voitures neuves, de plus en plus chères, de plus en plus inabordables pour les classes moyennes. Là aussi, on vous appelle. Dites-nous si vous avez besoin de changer de voiture. Comment faites-vous ? Est-ce que vous vous tournez vers l'occasion ? Est-ce que vous renoncez ? Et puis cette question posée par le nouveau ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, pourquoi est-ce qu'autant de Français ont envie de quitter leur travail ? Vous n'avez pas envie de quitter votre travail, cher Jean-François ? Non, pas tout de suite. Mais peut-être que nos auditeurs encore quelques années seront interpellés par cette question. Oui, vous êtes peut-être obligés, mais vous avez peut-être envie. C'est une autre question. Autre question, oui. On en parle dans un instant, mettez-vous d'accord. Merci, bonne émission.